Masechet Baba Kama, Daf Tzadik Gimel Amud Bet. On va commencer le nouveau Pérec, le 9e chapitre de Masechet Baba Kama. Un Pérec qui s'appelle Hagozel Etzim, car ce sont les deux premiers mots de la Mishnah. Hagozel Etzim, celui qui a volé du bois. Maintenant, de quoi va-t-on parler? On va parler du voleur. Cette Mishnah va parler précisément de la notion de Shinui Kone, une transformation de l'objet volé par le voleur. Eh bien, l'objet lui-même désormais appartient au voleur. Le voleur doit juste la valeur. Le voleur doit la valeur de l'objet volé, car il a transformé. Et d'où on apprend cette notion que la transformation de l'objet fait que désormais il n'a plus besoin de restituer l'objet lui-même. Eh bien on l'apprend du pasuk. Veheshiv et agezela asher gazal. Il rendra l'objet qu'il a volé. Le voleur va rendre l'objet volé. Veheshiv et agezela asher gazal. Il rendra l'objet volé qu'il a volé. C'est une redondance. Il rendra l'objet volé. C'est qu'il a volé. Pourquoi la Torah dit Asher Gazal? C'est pour dire Ike'en she Gazal Yahzir, Veimlav lo Yahzir. Si l'objet est tel quel, alors il doit le rendre tel quel à son propriétaire. Si l'objet a été transformé, il n'est plus tel quel, alors le voleur garde l'objet pour lui et il ne restitue que la valeur. Le capital. Alors, la Mishnah va nous donner des exemples de transformation d'objets. Hagozel etzim verasa'an kelim. Quelqu'un qui, par exemple, a volé du bois. Et il en a fait des kelim, des ustensiles. Tsemer verasa'an begadim. Où il a volé de la laine et il en a fait des vêtements. Dans ce cas-là, Meshalem kesharat agezela. Il va devoir payer comme sharat agezela, la valeur de l'objet au moment du vol. C'est-à-dire, imaginons, il a volé du bois, il en a fait une table. Une table coûte beaucoup plus cher que du bois. S'il devait rendre la table, donc le volé a gagné dans l'affaire, car le voleur lui a rendu plus cher que ce qu'il lui a volé. Mais ce n'est pas le dîme. Le dîme est, il lui a volé par exemple du bois qui valait 1000 shekels. Maintenant la table elle coûte 3000 shekels. Il ne lui rend pas la table. Il lui paye juste 1000 shekels. Ou bien Tsemer Verasa'an Begadim. Il lui a volé de la laine et il en a fait des vêtements. Des vêtements ça coûte plus cher que la laine à l'état brut. Il n'a pas besoin de lui rendre le vêtement. Il lui donne juste l'argent qui correspond à la laine qu'il lui avait volée. Parce que l'objet lui-même, étant transformé, reste dans la possession du voleur, dans la propriété du voleur. Alors, on a compris que Shinui Kone, traduction, la transformation de l'objet profite au voleur dans le sens où il devient nouveau propriétaire de l'objet. Il ne doit que la valeur de ce qu'il avait volé. Gazal para me'uberet veyalda Rachel te'una vegazeza meshalem dme para haomedet leled udme Rachel haomedet ligazez. Toujours dans le même ordre d'idées que Shinui connaît. Imaginons quelqu'un qui a volé une vache enceinte et elle a mis bas chez lui, ou il a volé une brebis chargée de laine et il a tondu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La Mishnah nous dit Meshalem de mes para omedet leled ou de mes Rachel omedet ligazez. Il va devoir payer le prix de la vache qui est enceinte, comme la vache qu'il a volée, elle était enceinte. Maintenant,
il a deux choses. Il a une vache et un veau. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Une vache enceinte ou bien une vache et un veau? Une vache. Évidemment, une vache qui a déjà mis bas, évidemment, on a ici la vache et le veau. Alors que la vache enceinte, le veau n'est pas encore né, et même en plus, elle est en danger. C'est-à-dire que la valeur, évidemment, elle est inférieure. Qu'est-ce qu'il doit, comme il a volé une vache enceinte, il doit rembourser le prix d'une vache enceinte, bien que maintenant, elle a mis bas chez lui. Il ne va pas lui rendre la vache et le veau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu chinouille. Ou bien pareillement, si c'était une brebis et la laine a poussé, quand il avait volé Rachel Terouna, elle était chargée de laine. Vegazeza maintenant, lui qu'est-ce qu'il a fait le voleur? Il a tondu. Alors maintenant qu'est-ce qu'on a? On a une brebis et on a de la laine. Ce sont deux choses séparées. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Une brebis chargée de laine sur son dos ou bien une brebis tondue avec la laine à côté? Évidemment, quand la laine elle est déjà tondue, la laine coûte plus cher. Le travail de la tonte. Eh bien, qu'est-ce qu'il va devoir payer? Il ne payera qu'une brebis non tondue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va garder, lui, le voleur? Hein? D'après vous? Le voleur, il va garder la laine. Il va garder la laine, il va payer la différence d'une brebis laineuse et une brebis non laineuse. Une brebis qui a de la laine ou une brebis. C'est la laine qui compte. Alors, écoutez, la mahloket entre le Nimouké Yosef et le Roche. Mahloket entre les Rishonim. Le Nimouké Yosef dit comme vous avez tous dit, Chazak. C'est-à-dire que la vache et la brebis, il doit les rendre au propriétaire tel quel. Bien qu'au début, ils étaient chargés, la vache, elle était chargée du fœtus, la brebis était chargée de laine, maintenant la vache a mis bas, la brebis a été tondue, mais ça reste toujours une vache, ça reste toujours une brebis. On ne considère pas qu'il y a un chinouille au niveau de la vache elle-même, au niveau de la brebis elle-même. Le chinouille, il est au niveau de la laine, au niveau du fœtus. Le fœtus est né, c'était un fœtus, c'est un nouveau-né. C'était de la laine rattachée au corps. Maintenant, c'est de la laine tondue qui est apte à travailler avec. Alors, le chinouille, il n'est qu'au niveau de la laine et au niveau du fœtus. C'est là où on dit que c'est un chinouille. Et ce chinouille profite au voleur. Le voleur, il garde la laine et il garde le veau. Et il ne rembourse. D'abord, il doit rendre la vache elle-même. Il doit rendre la brebis elle-même. Et il doit lui rajouter de l'argent. Quel argent? Le prix du fœtus dans le ventre, le prix de la laine sur le dos. Mais pas le prix de la laine tondue ou le prix du fœtus déjà né, qui coûte plus cher. Pourquoi? Car eux, c'est sûr qu'ils sont en chinouille. C'était un fœtus, et là, c'est un être. C'était de la laine rattachée au corps qui n'est pas apte au travail. Maintenant, c'est de la laine tondue qui est déjà apte au travail pour fabriquer des vêtements. Donc, le chinouille, il n'est qu'au niveau de cet élément. Ça, c'est le Nimouké Yosef. Mais le Roche, il dit non. Il dit que tout appartient au voleur. Aussi bien la vache, comme le fœtus, comme le nouveau-né. Aussi bien la brebis comme la laine. Qu'est-ce qu'il doit rembourser? Le prix de ce que coûtait la vache enceinte, de ce que coûtait la brebis chargée de laine. Mais c'est pas qu'il garde la bête, c'est pas qu'il doit rendre la bête, il peut garder la bête, il peut garder la laine, il peut garder tout ça. Pourquoi? Car le chinouille, il est à deux niveaux. La brebis, elle était chargée de laine, elle ne l'est plus, c'est un chinouille. La vache, elle était enceinte, elle ne l'est plus, c'est un chinouille. Le fœtus était fœtus, maintenant c'est un nouveau-né, c'est un chinouille. La laine, elle était rattachée au corps, elle est tondue, c'est un chinouille. Donc tout est chinouille. Pour le Roche, quand la Mishnah a dit « Meshalem de mes para haomedet leled » ou « de mes rachel haomedet ligazez », c'est que le voleur garde le tout, il garde l'ensemble, les deux éléments. Et il doit rembourser juste la valeur de la vache avant et de la brebis avant.
tel que ça coûtait au moment du vol. C'est plus précis au niveau du langage de la Mishnah, et même, je vois que vous adhérez plutôt à la logique du roi. Troisième cas de figure de la Mishnah, encore. Gazal para benit abra etzlo veyalda. Imaginons maintenant le bonhomme, il a volé une vache vide. Elle est tombée enceinte chez le voleur. Ou bien, Rachel venit ana etzlo vegazeza. Ou bien, il a volé une brebis qui était déjà tondue, et voilà que la laine a poussé chez le voleur. Alors encore une fois, pour être fidèle au mot de la Mishnah, Gazal para, il a volé une vache, Benit Abra Etzlo, elle est tombée enceinte chez lui. Veyalda, et maintenant, elle a mis bas. Rachel Benit Aina Etzlo, Vegazeza, une brebis qui était vide, le dos était tendu. Benit Ana Etzlo, elle s'est chargée de laine, parce que la laine a poussé chez lui. Vegazeza, et il a tendu. Meshalem Kesharat Agezela. Dans tous ces cas de figure, Meshalem Kesharat Agezela, c'est-à-dire, il payera le prix de quoi? Allez, qui peut me dire? La vache, elle était au départ. Bravo. Bravo. On rejoint davantage. C'est-à-dire qu'il payera juste le prix d'une vache vide et le prix de la brebis vide. On rejoint ce qu'on a dit, le deuxième. Alors là, le Tosfot Yom Tov, justement, bravo, le Tosfot Yom Tov, il dit, ça correspond plus aux roches qu'au Nimukei Yosef. Zehaklal, kol agazlanim meshalmim kesharat agezela. Et la Mishnah, finalement, conclut avec la règle générale. C'est quoi? Kol agazlanim meshalmim kesharat agezela. Tout voleur ne payera qu'en fonction de ce que ça coûtait au moment du vol. Alors, quelle est la question que la Gemara va poser? Mais ça ne sert à rien de nous le dire maintenant. Ça, il fallait nous enseigner cela depuis le début et c'est tout. Tu me disais, mais tu vas enseigner toute la Mishnah qui était basée sur ce principe. Alors pourquoi maintenant tu te rappelles de m'enseigner le principe? Mais le principe, c'est la base de toute cette Mishnah. Toute la Mishnah de A à Z, c'est que cela. Nous enseigner que Meshalem Keshat Agzela. Alors maintenant tu conclus la Mishnah et tu me dis, Zehaklal, voici le principe, la règle générale. Kol agazlanim meshalmim keshat agzela. Boker tov. Le mettre au début, ça. Bah oui, il est au début, après développe. Alors on verra dans la Mishnah. On verra dans la Gemara, pardon. Gemara, Amré, les Hachamim ont fait la déduction suivante. Etzim verasaan kelim in, shifan lo. La Mishnah nous a donné comme premier exemple de Shinouï, pour dire que Shinouï connaît et que le voleur n'a pas besoin de restituer l'objet lui-même puisqu'il a été transformé. Il ne payera que le prix du bois qu'il a volé. Et c'était quoi l'exemple? Il a volé du bois et il en a fait des ustensiles. Eh bien, il n'a pas besoin de rendre les kelim, il paye que le prix du bois à l'état de bois. Tsemer verasaan begadim, meshalem keshat agzela. Il a volé de la laine, il en a fait des vêtements. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Il ne payera pas les bgadim eux-mêmes, il ne va pas restituer les bgadim, puisque ça a été transformé, il les garde. Et il ne payera que le prix de la laine tel que ça coûtait au moment du vol. Très bien. La Gemara fait la déduction suivante. Elle dit Amré, Etzim ve'asa'an kelim in, shifan lo. C'est quoi in et c'est quoi lo? Oui, non. Bravo. In, c'est oui. Lo, c'est non. C'est seulement s'il en a fait des kelim. Alors là, oui, il peut garder l'objet transformé. Mais s'il n'en a pas fait des ustensiles, il a juste poli le bois pour en faire des ustensiles, tu considères que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas encore une transformation. Et donc il doit restituer le bois tel quel et compléter si jamais ça coûte moins cher. Alors, en plus, le bois poli coûte plus cher. C'est du bois déjà lissé, c'est pas du bois à l'état brut. Ou bien, il a volé de la laine.
Ve'asan begadim. Tu as dit la laine, s'il en a fait des vêtements, eh bien il peut garder le vêtement, il ne paye que le prix de la laine. Sous-entendu que c'est uniquement ce genre de transformation totale de la laine qui a été transformée en habit, en vêtements, c'est ça qui fait que ça profite au voleur. Il a volé du tsemer, le bonhomme a volé de la laine, et il en a fait des vêtements. C'est là qu'on dit que cette transformation profite au voleur. Il garde le vêtement et il rembourse le prix de la laine. Sous-entendu que c'est seulement une transformation radicale, telle que la transition laine-vêtement. C'est cela qui s'appelle shinui. Sous-entendu que si ce n'était pas à tel point transformé, comme par exemple l'iben, l'iboun. C'est quoi l'iboun? Blanchissement. Il a pris la laine qui était sale, qui n'était pas encore apte à faire des fils pour fabriquer des vêtements. Il a juste lavé la laine et il a blanchi. Il a rendu maintenant matériau de textile. Est-ce que ce changement-là est suffisant pour dire que le voleur peut garder la laine et il ne paye que le prix de la laine qu'il a volée? La laine non blanchie, non lavée, non blanchie. Non, tu as parlé de transformation totale. De la laine, tu en as fait un vêtement. Sous-entendu que si il a juste blanchi la laine, alors dans ce cas-là, c'est pas un chinouille. Urminu, pourtant on a appris dans une braïta, regardez la braïta suivante. Urminu, gazal etzim veshifan, avanim vesitetan, tsemer velibnan, pishtan venikaou, meshalem keshaat agezela. Regardez les 4 exemples que donne la braïta. Gazal etzim veshifan. Qui peut me traduire, c'est quoi Gazal Haïtzim? Il a volé du bois. Et Sheifan, c'est quoi Sheifan? Il a raboté, il a poli, il a lissé, il a rendu lisse. Avanim vesitetan, il a volé des pierres et il a été mis sa tête. Il les a taillées. Tsemer velibnan, il a volé de la laine et il a blanchi. Lavan, libnan, liboun. Pishtan venikaou, il a volé des brindilles de lin et il a bien nettoyé. C'est-à-dire il a volé du lin et il a enlevé toute la nessorette. Donc maintenant, ce lin, il est apte à travailler pour fabriquer des fils. Dans tous ces cas de figure, Meshalem Keshaat Agzela, qu'est-ce que ça veut dire Meshalem Keshaat Agzela? Le voleur peut garder l'objet et il ne paye que le prix de l'objet qu'il avait volé. En d'autres termes, il y a eu transformation de l'objet. Donc, augmentation de sa valeur. À qui va profiter cette augmentation de valeur? Au voleur. C'est ce que dit la Mishnah. La Braïta, pardon. Elle dit dans tous ces cas de figure, il y a eu transformation. Le voleur garde l'objet et il paye que la valeur du vol. La valeur au moment du vol. Alors regardez. Mais c'était une pierre non taillée. Elle est taillée. C'était du bois non poli. Il est poli. C'était un vêtement de la laine qui n'était pas apte au travail. Désormais, elle est blanchie. Eh bien, c'est ça la contradiction que pose la Gemara. De ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on considère transformation? Ce n'est qu'une transformation radicale. Alors que dans la Braïta, on a dit qu'on n'en a pas besoin d'autant de transformation. Même une petite transformation suffit pour dire que le voleur peut garder l'objet. Ça lui donne une plus-value. C'est pas logique. Les amis, vous allez être étonnés de la réponse. Amar Abaye, Tana didan katane shinui de rabanan de hadra. Chol sheken shinui de oraita etzim ve'asaan kelim be'etzim meshupin. Umaynin hu
nesarim, des shinui de hadar le biriataou, de ibahem ashlif leo. Qu'est-ce que ça veut dire? Figurez-vous qu'il y a deux sortes de shinui. Shinui à choser le briato, mais shinui chez en choser le briato. Une transformation qui est réversible et une transformation qui est irréversible. Par exemple, quelle est la transformation qui est réversible? Par exemple, quelqu'un qui a volé des planches de bois et il en a fait un caisson, une malle. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il démonte. Voilà, il retire tous les clous et voilà qu'on a des planches. Oui, mais c'est des planches. Ok, avec des petits, avec un petit nézé qui payera le nézé. Mais ça reste des planches. Ça s'appelle pas un shinui minatora. Ce shinui ne s'appelle shinui que midera banane. Et comme nous le verrons plus tard, que Hachamim vont faire ce qu'on appelle takanat hashavim. Takanat hashavim, c'est-à-dire Misheshav bitshuva. Un voleur, pour l'aider à faire teshuva, il ne faut pas lui compliquer la vie. Il faut lui dire, monsieur, si tu fais teshuva, ce sera facile de faire teshuva. Rien que tu rembourses le prix de ce que tu as volé. Tu n'es pas obligé d'aller tout démonter, tout défaire pour restituer les objets volés. Minatora, il doit démonter la malle, le caisson, et le rendre tel quel. Ce bois qu'il a volé, il a volé des planches. Lui maintenant, il s'est servi pendant 3 ans de cette malle. Et voilà que maintenant, il est arrivé à Kippour. Il a entendu la dracha du Rav qui a parlé du vol. Il veut faire tchouva. Sa femme lui dit, mais ça va pas, tu vas faire tchouva, tu vois cette malle-là, elle nous sert tellement, regarde ici, on en a tellement besoin, tu vas la rendre? Alors on lui dit, non, tu n'as pas besoin de la rendre, rien que tu payes le prix de la malle. Ça s'appelle takanat hashavim, une takana de hachamim, pour aider les shavim bitchouva shelema. Pourquoi ça ne s'appelle pas transformation? Parce que Minatora, ce n'est pas une transformation, ça, tu peux défaire et tout va bien. Par contre, alors, qui est-ce qui a considéré que c'est une transformation suffisante pour que le voleur garde l'objet? C'est Hachamim, Takanat Hashavim. Ok? Shinui de Rabanan. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle Shinui de Oraïta? C'est uniquement un Shinui qui fait que c'est irréversible. Bravo. Un shinui irréversible. Alors maintenant, on comprend que justement, la Baraïta, elle a parlé des shinouim qui sont valables, même Minatora. Ce sont des shinouim irréversibles. Par exemple, le bois brut qu'il a poli, c'est un changement irréversible. Ou bien, Avanim Vesitetan, des pierres qu'il a taillées. Eh bien, justement, c'est irréversible. Tsemer Velibnan, de la laine à l'état brut qu'on a tondu, et ensuite il a blanchi. C'est voilà, irréversible. Pishtan Benikaou, les brindilles de lin qui n'étaient pas exploitables, et maintenant, voilà, il a été ménaqué, maintenant c'est exploitable. Dans tous ces cas de figure, puisque c'est irréversible, eh bien, Meshalem Keshaat Akzela. Minatora, ça s'appelle Shinui. Et il paye que le prix du matériau qu'il avait volé. Il ne les a pas détériorés. Il ne les a pas détériorés. Au contraire, il les a, il leur a donné une plus-value. Il les a bonifiés. Alors justement, est-ce que cette bonification, elle profite au propriétaire ou au voleur? On va relire ça dans le texte. Amar Abaye, Tana Didan, le Tana de la Mishnah, Katane, Shinui de Rabbanan, de Hadra. Lui, il a parlé même des Shinouim de Hachamim, que Hachamim ont institué que ce soit considéré comme Shinui, bien que ce soit Hadra, réversible. Vechol Sheken Shinui de Oraïta, à plus forte raison, un Shinui qui est Minatora. C'est sûr que le voleur connaît l'objet qu'il a volé,
puisque c'est un shinui irréversible. Alors, on explique comment c'est irréversible, et la Gemara explique comment le shinui de la Mishnah, c'est un shinui qui est réversible. Etzim ve'asa'an kelim, quand la Mishnah a dit que le voleur a volé du bois, il en a fait des ustensiles, be'etzim meshupin, umaynihu nesarim, il a volé du bois déjà poli, c'est-à-dire des planches, et qu'est-ce qu'il en a fait? Un caisson, par exemple, des chinouilles, des hadar, les biriataou. Ça s'appelle une transformation qui est réversible. Des ibae, car s'il le souhaitait, mashlif lehu, il aurait pu démonter, défaire les planches, défaire le caisson. Pareillement, Tsemer ve'asan gadim, la Mishnah nous a dit que quelqu'un qui a volé de la laine, il en a fait des vêtements. Et on a dit que c'est un chinouille que des rabananes, parce que c'est réversible. Comment ça peut être réversible? Betsemer tavouille, des chinouilles, des hadar, les biriataou. C'est-à-dire, le bonhomme a volé des fils de laine. Et ensuite, il a tricoté. Il en a fait un tissu, un vêtement. Eh bien, il suffit de défaire les fils et il rend les fils tels quels. Alors, étant donné que des ibaé satarlé, puisqu'il peut le défaire et le rendre à son propriétaire, ça ne s'appelle pas un shinui minatora. C'est réversible, c'est shinui comme idérabanan. Eh bien, Rabotai, chol sheken shinui de oraïta. Et à plus forte raison, un shinui qui est irréversible, que ça c'est sûr que c'est kone minatora. Vetanabara, qu'est-ce que ça veut dire Vetanabara? Hein? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais... Mishnah, j'imagine. Un enseignement supplémentaire. Baraïta. Pourquoi la Baraïta s'appelle Baraïta? La Mishnah a été rédigée par Rabbeinu Akadosh à l'intérieur du Beth Midrash, où il a réuni tous les grands de la génération. Baraïta, bara, ça veut dire extérieur, c'est-à-dire en dehors du Beth Midrash de Rabbeinu Akadosh, ses élèves comme Rabbi Hiya et Rabbi Oshaya, ce sont eux qui ont rédigé les Baraïtot. Alors, on a posé une contradiction entre la Mishnah et la Baraïta. Alors on a répondu, la Mishnah parle de Shinui midérabanan. La Baraïta ne parle de Shinui que minatora. Car la Baraïta ne tient pas compte de Takanat Hashavim. Elle dit, ça n'existe pas ça. Que minatora ce n'est pas un Shinui et que Hachamim considère que c'est un Shinui. Minatora, c'est quoi le vrai Shinui? C'est que quand il y a une transformation irréversible, ça c'est Kone Minatora. Mais la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Il n'y a pas que ça. Il y a même Shinui des Rabbanan. Un Shinui qui est réversible. Hachamim ont dit que ça s'appelle Shinui, et le voleur il est connu. Et comme j'ai expliqué la raison, c'est pour faciliter la teshuva chez les mains du voleur. Alors on lui dit, tu n'es pas obligé de rendre l'objet, juste tu payes la valeur. Ok. Alors maintenant, comment tu comprends la Braïta? La Braïta a dit, celui qui a volé du bois et il a poli, il a volé des pierres, il a taillé, il a volé de la laine, il a blanchi, il a volé du pishtan, il a été ménaqué. C'est quoi tout ça? On a dit ça c'est Shinui de Oraïta. Tanabara, Shinui de Oraïta katane. Ve Shinui de Rabanan lo katane. Et Rachidi, c'est pas seulement que le Tana de la Braïta n'a pas mentionné le Shinui de Rabanan, c'est qu'il n'est même pas d'accord avec ça. Il dit que ça n'existe pas. C'est Minatora, c'est pas un Shinui, alors le voleur doit restituer l'objet tel quel au propriétaire, puisque c'est réversible. C'est la Mishnah qui dit qu'il existe deux Shinui, Shinui Minatora, mais aussi Shinui de Takana de Rabanan. Rav Ashi Amar, Rav Ashi donne une autre réponse, et il dit Tanadida nami Shinui de Oraïta katane. Aitzim verasaan kelim bukhani. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rav Ashi dit qu'on n'est pas obligé de dire que la Mishnah et la Braïta sont en mahloket. Est-ce qu'il existe un shinui des Rabbanan ou pas? La Mishnah dit oui, la Braïta dit non. On n'est pas obligé de dire ça. On peut très bien dire que même la Mishnah est d'accord avec la Braïta pour dire qu'il n'existe pas de takana de Hachamim de shinui. Alors de quoi elle parle la Mishnah quand elle a dit qu'il a été connu? Elle parle d'un shinui minatora qui est irréversible. Comment est-ce possible? Kelim bukhani d'Ainu shifan. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un qui veut fabriquer un pilon. Vous savez que dans le mortier, on pile et on moud les épices avec un pilon. Comment on fait un pilon? On prend un morceau de bois et on lui donne une forme avec un polissage qui permet ensuite d'avoir une forme arrondie en dessous et ainsi de suite. Eh bien ça, c'est irréversible. Donc voilà comment il a pris du bois, il en a fait un keli, mais pas comme on a dit tout à l'heure, il a volé des planches et il les a juste liées, reliées, assemblées, et c'est une malle, c'est un caisson que tu peux défaire. Non, on parle de quelque chose qui est une transformation irréversible. Tsemer ve'asa'an begadim namte. Comment on peut avoir de la laine qui est transformée en vêtements et tu ne peux pas te défaire? Les fils, comme on avait dit, tu pouvais effilocher. Non, on parle d'un cas de feutre. Il a volé des fibres de laine et il en a fait un chapeau, par exemple. Vous savez comment on fait le chapeau? Avec du feutre. C'est pas du tissage, c'est la compression. C'est la pression des fibres. Alors tu ne peux plus revenir en arrière. Ça dépend quel chapeau. Si c'est un Panama, c'est avec une fibre. Nachon. Namte. De haïnu shinui de lohadar. Ok? Alors la Gemara pose la question, elle dit, d'accord, dans tout cela, tu as cité également l'ibun. La Gemara dit, velibun mihave shinui. Est-ce que le blanchiment, le fait d'avoir blanchi la laine, ça s'appelle une transformation? Véraminu, pourtant on a appris à propos de Réchit Agez. Vous savez qu'est-ce que c'est que Réchit Agez? Les prémices de la tonte de laine. On doit donner au Kohen les prémices de la tonte de laine. Si j'ai 5 bêtes, 5 brebis, quand je vais tondre la laine, il faut que je donne un prélèvement de laine au Kohen. Ça s'appelle Réchit Agez. Il faut un minimum de 5 bêtes et aussi un certain poids de laine. Alors, regardez comment c'est décrit. 10% c'est... Non, non. Minatora, il n'y a pas de... Minatora, il n'y a pas de mesure. Alors, regardez cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bonhomme, il a été hyper malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Au fur et à mesure qu'il allait tondre la laine, chaque bête, il allait transformer la laine. Avant d'arriver à maner au pras, parce que la quantité de laine nécessaire, il faut que ce soit un poids d'un mané au pras, ou une valeur de mané au pras. Donc, il y a un minimum de bêtes, il y a un minimum de laine à avoir pour être redevable vis-à-vis du Kohen. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Au fur et à mesure, à chaque fois qu'il va tondre la laine, il la transforme. Direct. Comme ça, il n'y a jamais la quantité. Il vole le Kohen, mais en fait, il le vole par la loi. C'est-à-dire, il a contourné la loi. Ah, il est bien celui-là. Il est fort. Il connaît la halacha. Lo ispik li nolo, tseva o patur. Comment il a transformé? Il a teint avec une teinture la laine. Donc la laine qui a été teinte, désormais, elle a subi une transformation. Puisqu'elle a subi une transformation, alors on n'est jamais arrivé à la quantité minimale de mané ou pras pour devoir donner au Kohen. Il n'est pas tour. Il n'est pas obligé de donner au Kohen.
Par contre, l'ibno velot selao hayab. Mais s'il a juste blanchi la laine à la machine à laver, mais il ne l'a pas teint, cette transformation n'est pas suffisante pour dire qu'il est patour. Dès qu'il arrivera à la quantité de 5 bêtes avec un poids de mané ou pras, il doit donner au Kohen. Qu'est-ce que nous voyons de là? Que blanchir la laine, ce n'est pas une transformation. Alors ça contredit ce qu'on avait appris dans la Braïta, que si le voleur a blanchi la laine, il peut garder la laine pour lui. Il ne payera que la valeur de la laine volée avant le blanchiment, avant d'avoir lavé la laine. Alors c'est contradictoire. À propos du voleur, tu dis que blanchir la laine, c'est une transformation irréversible, et par conséquent, il peut garder la laine, juste il paye la valeur. Alors qu'au niveau du Kohen, tu as dit que le propriétaire qui a lavé la laine, c'est pas parce qu'il a lavé chaque laine séparément qu'on va dire qu'il y a une transformation et donc il est patour. C'est pas vrai. Car blanchir la laine en la lavant, c'est pas une transformation. Contradiction. Amar Abaye. Abaye répond, la kashia. Ce n'est pas contradictoire. Rabbi Shimon, Harabanan. En fait, c'est une mahloket. Ces deux baraïtot correspondent, plutôt ces deux références, parce qu'il y a une Mishnah, il y a une Braïta. Eh bien, il y a une référence qui correspond à l'opinion de Rabbi Shimon et une référence qui correspond à Hachamim. Detanya, Gezazo, Tevao va Arago, En Mitztaref. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a été gozez, aidez-moi à traduire. Gozez, ça veut dire quoi? Tondu, bravo. Tevao, filet. Arago, tissé. Alors, qu'est-ce qu'a fait au fur et à mesure le propriétaire des bêtes? Il allait tondre la laine, et à chaque fois qu'il avait de la laine, il allait, après la tonte, filer, et comment on appelle ça? Étisser. Ça y est, en mitztaref. On ne pourra pas associer une bête à l'autre, une laine à l'autre. Au fur et à mesure, il contourne la loi, et jamais il devra donner au Kohen. Il est dispensé de la mitzvah de Réchit Hagez. Par contre, l'ibno, quel est le din si il a juste blanchi la laine? Il a tondu la laine d'une bête, il a blanchi. Deuxième bête, il blanchit la laine. Au fur et à mesure. Est-ce que ça aussi, ça le dispense? Ou bien on va dire non, ça ne le dispense pas. Mahloket. Rabbi Shimon Omer en mitztaref. Hachamim omrim mitztaref. Pour Rabbi Shimon, c'est considéré une transformation de la laine. Et par conséquent, il n'est pas hayav de donner au Kohen. Ça ne s'associe pas. On ne peut pas associer la laine de la première bête à la deuxième bête. Car entre les deux, il a blanchi la bête. Et blanchissement de la laine, selon Rabbi Shimon, c'est une transformation. Tandis que Hachamim disent ce n'est pas une transformation. Alors maintenant on a compris. On avait dit que c'est une mahloket. C'est une contradiction. Eh bien c'est pas une contradiction. Il y a une braïta qui dit que le blanchir la laine c'est une transformation, c'est Rabbi Shimon. La braïta qui dit que c'est pas une transformation, c'est Hachamim. Ça marche? On va voir maintenant une autre réponse. Rava. Rava Amar Haveha Rabbi Shimon Vela Kashia. On peut très bien dire que les deux baraïtot correspondent à Rabbi Shimon. Et malgré tout, elles ne sont pas contradictoires. Ha de naptse naputse, ha de sarke saruke. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend. Comment est-ce qu'il a? Comment ça a été peigné? Est-ce que c'était avec la main ou avec
avec le peigne. Si il a juste... Hein? Non, on dit une étrille. Comment tu vas rentrer? Une étrille. Oui, mais vous savez comment Rachid dit? Oui, il faut chercher. Crêper. Ah, crêper. Crêper le chignon. Il a crêpé... Enfin, c'est comme ça que moi, je crois que c'était écrit dans Rachid. C'est écrit Yirper. Je pense que c'est crêper. Crêper, c'est-à-dire avec la main, il a crêpé. C'est pas bien séparé. Les fibres de laine ne sont pas bien séparées à la main. Par contre, si c'est avec un peigne, alors là, maintenant, les fibres de laine sont bien séparées, convenablement aptes au travail pour fabriquer le fil au filage. D'accord? Vous avez compris la réponse? Rabbi Shimon lui-même, parfois il considère que le blanchiment est suffisant, parfois il dit non, ça dépend. Si le blanchiment arrive juste quand on a crêpé à la main, c'est pas bon. Mais si on a peigné et qu'on a blanchi, là vraiment, ce blanchissement est efficace et c'est une vraie transformation. Rabbi Hiya bar Ravin, troisième réponse. Rabbi Hiya bar Ravin donne une troisième réponse à cette contradiction. Est-ce que le liboun est considéré comme un changement ou pas? C'est-à-dire, ça dépend quel produit il a utilisé comme détergent. S'il a utilisé du soufre, c'est de l'acide tellement fort qu'on appelle gophrite, c'est de la javel, alors là c'est vraiment blanc. Dans ce cas-là, oui en effet, c'est considéré une transformation radicale de la laine. Mais si il a lavé juste avec de l'eau, et comme ça, donc ça c'est pas un vrai blanchissement, et par conséquent, ce n'est pas une transformation. Donc, il y a liboun et liboun. Il y a lavage et lavage. Lavage avec du détergent très fort, comme le soufre, ce qu'on appellerait aujourd'hui la javel. Oui, ça blanchit vraiment la laine. Ça, c'est une transformation radicale qui fait que, en effet, la laine n'est plus la même. Mais si c'est juste avec de l'eau et un nettoyage comme ça, qui est primaire, rincé, c'est pas un vrai changement. On va terminer avec la dernière question. La Gemara nous dit Ashta Yeshlomar Tseva le Rabbi Shimon lo aveshinui libun aveshinui Detania Gazaz Rishon Rishon utzvao Rishon Rishon utvao Rishon Rishon va'arago En mitztaref Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon Tzvao mitztaref. J'ai pas compris. Tzvao mitztaref. La Gemara dit, j'ai mal compris comment tu peux dire que d'après Rabbi Shimon, le blanchiment, ça s'appelle transformation. Mais même la teinture pour Rabbi Shimon n'est pas une transformation. Alors, comment est-ce possible que le blanchissement serait une transformation? Alors la Gemara dit, Amarabaye la Kashia, Harabanan aliba de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Yehuda aliba de Rabbi Shimon. En fait, ce sont deux élèves de Rabbi Shimon. Il y en a un qui a dit que la teinture, c'est considéré comme étant un changement, alors même le blanchissement, c'est considéré comme un changement. Mais celui qui a dit que la teinture, c'est pas un changement pour Rabbi Shimon, alors à plus forte raison que le liboun n'est pas un changement. Ça, c'est une première réponse. Rava Amar le Olam la Peligé Rabbanan ale de Rabbi Shimon ben Yehuda, Beshane Tseva Hoïd Biachol Arviro Aliede Tsafon. C'est-à-dire que on peut très bien dire que ce paradoxe n'est pas étonnant. La teinture n'est pas considérée comme un changement, une transformation de la laine, alors que le blanchissement, oui, c'est considéré une transformation. Pourquoi? Ça, c'est réversible, ça, c'est pas réversible. Comment une teinture peut être réversible? Eh bien, on la retrempe dans le... Bravo. Tu la retrempes dans la javel, ça redevient blanc. Le liboun, une fois que tu as transformé dans la javel la laine qui n'était pas bonne, ça y est, ça c'est irréversible. Mais la laine que tu as juste colorée, tu utilises le tsafon. C'est quoi tsafon? Savon. Tu utilises la javel, eh bien tu lui enlèves la teinture, c'est réversible. Alors c'est pas paradoxal. La teinture, c'est pas un chinouille,
le blanchissement, c'est un chinouï. Mais Chikatane Atam lo explique l'itnolo Hatchetzevao Patour, mais au Kemna qui livre à l'école, mais Kala Ilan Elohava. Alors la Braïta, où on a vu que, en effet, selon Rabbi Shimon, s'il atteint la laine au fur et à mesure, le propriétaire, il ne donnait pas au Kohen le Réchit Agez, parce que à chaque fois, chaque bête, il atteint, et c'est comme ça qu'il s'en est débarrassé du Kohen. Et on a dit qu'il a réussi à contourner la loi. Comment ça se fait? Mais tu as dit que la teinture, elle s'enlève avec de la javel. La réponse, on parle d'une teinture qui ne s'enlève pas avec la javel. Voilà. C'est qui? C'est Kala Ilan. Kala Ilan, c'est une sorte de plante qui est d'une couleur tellement forte, d'une teinture tellement forte qui s'imprègne, et ça, c'est plus possible de retirer le tseva. Donc, en effet, quelque chose qui est irréversible est un vrai chinouille, dont même Rabbi Shimon, évidemment, est d'accord pour dire que c'est une transformation totale de l'objet.